Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien-Analyse. Eh bien, c'est à une avalanche de décisions surprises qui donne une nouvelle tournure au jeu politique au Bénin à la veille des législatives de 2023 que nous avons droit depuis peu. Démission de Joseph Djogbenou de la présidence de la Cour constitutionnelle, retrait de la plainte de l'ancien président Boniaï contre l'État béninois, nouvelle idylle entre Patrice Talon et Boniaï, justement. Retour de Joseph Djogbenou dans le débat politique qui se traduit par la prise de la présidence du parti Union progressiste. Et au cœur de tout ceci, le politologue Richard Boniou qui annonce la création de son parti politique. Mesdames, Messieurs, mon invité Joseph Perzo Anago pour nous dire avec quelle vague nous surfons désormais au Bénin et quelles implications pour l'arène politique avec tout ce méli-mélo. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, plaisir partagé, chers consoeurs, et bien de choses aux internautes de Reporter Bénin Monde. Merci de nous recevoir chez vous. Parlant de méli-mélo, vous l'aviez si bien illustré, quand on observe un peu tout le chevauchement auquel on a assisté, oui. L'entrée fracassante du désormais ancien président de la Cour constitutionnelle, Djogbenou, et le retrait inattendu, hein? de la plainte de l'ancien président de la République, Boniaï, que certains se sont empressés de commenter, d'accuser de connivence ou de traîtrise envers le peuple, parce que selon eux, le peuple n'attendait pas ce genre de revirement. Mieux. C'est un acte de paix comme d'autres le voient également. Oui, évidemment. Certains peuvent lire cet acte-là de la manière dont ils le perçoivent. Mais il faut aussi reconnaître pour ceux qui n'y voient que une sorte de compromission, il faut aussi comprendre cela. Parce que, quoi qu'on dise, il y a une certaine population à un moment donné qui était dans les rues. Je ne voudrais pas revenir sur tous les détails. On a remarqué au marché d'Antokba ce qui s'était passé. Et quelques moments après, le domicile a été barricadé. En 2019, il y a eu des morts. Des morts. Et donc, il y a eu énormément de dégâts. Et donc, aujourd'hui, il y a eu des morts. On a tiré à vue sur des manifestants. Et ça, l'affaire est encore chaude. Des institutions, enfin, du moins des organisations de la société civile ont porté plainte un peu partout. L'ancien président, qui a été cloîtré dans son domicile par un blocus militaire pendant plus de 52 jours, si je m'abuse, oui, a porté plainte. Et donc, il est de bon ton qu'on essaye de voir où cela va aboutir. Laisser aboutir une telle plainte ne voudra pas dire qu'on n'est pas un homme de paix. La paix, de mon point de vue, n'exclut pas la justice. Puisque nous ne pouvons pas vouloir de quelque chose de son contraire. Et donc, pour ceux qui disent qu'ils sentent de la traîtrise dans la démarche de l'ancien président de la République, ils ont raison. Ceux qui disent que c'est un acte de paix ont sûrement leur raison également. Donc, moi, j'ai mon avis là-dessus. La paix n'exclut pas la justice. La justice, dans le cas d'espèce, c'est de laisser aller pour apprécier. Encore que le Bénin s'est déjà illustré dans le non-respect des décisions de justice au plan international. Donc, on en était là. Donc, c'est une surprise de taille de voir le retrait de cette plainte comme ça être annoncé. Et puis, on voit un certain Richard Boni, qu'on attendait presque sur cette trajectoire, qui saute à pieds joints dans le monde politique, invite ses fans et ceux qu'il aime, ceux qu'il apprécie, sa communauté à le rejoindre. C'est terrienne, comme oui, il aime si bien le dire. Et donc, moi, j'ai observé, j'ai analysé un peu. Ben, ce n'est pas anodin. Hein? Le moment s'y prête. Et Boni Richard a vu juste, il est sauté dedans, pieds joints, et il s'y maintient, me semble-t-il. Parce que j'ai essayé de voir un peu ce qu'il a décliné. Ça ne manque pas de pertinence. On en reviendra au cours de cet entretien. Et donc, de la démission de oui, Joseph Djogbenou bon, aussi. Alors, moi, je surprendrai peut-être certains lorsque je dirais que c'est un non-événement. On s'y attendait presque. Et quand on voit un peu comment les choses se passent aujourd'hui sous le ciel politique du Bénin, cela ne devrait vraiment pas surprendre. C'est-à-dire, mais il y a comme une insulte à l'intelligentsia de ce pays. Il y a comme une insulte, il y a comme une injure, il y a comme une sorte de provocation de l'intelligentsia béninoise. Voyez-vous, nous sommes un peuple, on n'est pas né d'hier,
C'est un peuple qui connaît une série d'histoires. Au plan politique, on n'a pas allé à une autre école. Le Bénin a son école en cette matière. Mais on a observé depuis 2016 qu'il y a eu une sorte de verrouillage du système politique. Certains l'appellent pompeusement réforme du système partisan. Non. C'est fait en sorte qu'il y a un groupuscule ou une minorité qui décide de comment la vie politique va se passer. C'est-à-dire comment ça va respirer. Et ce groupuscule ou cette minorité peut étouffer, lâcher, remettre. On a vu le chef de l'État, lors de cette tournée, dire ben, le Parti des démocrates n'a toujours pas reçu son récépissé. Ils le recevront. Ils l'ont reçu. Bon, de mon point de vue, je me dis, il ne revenait pas au chef de l'État de régenter ce genre de choses. Ça a été fait. Donc, pour corroborer ce que je disais tantôt, on est aujourd'hui arrivé à un niveau où il y a un groupe ou une minorité qui décide de comment doit être gérée la vie politique du Bénin. Et qui sera qui? Et donc, c'est le cas. Il était question, entre-temps, pour Joseph Diogbenou, de se retrouver à la Cour constitutionnelle, positionné par l'Assemblée nationale. Certains observateurs y ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Aucun autre parti ne l'a proposé. C'est l'Assemblée nationale qui l'a proposé. Comment cela s'est passé? Il s'est retrouvé là-bas. Mais avant cela, il était ministre au sein du gouvernement. Oui. Il assistait au vote de loi qui passait à l'appel. Vlan, il s'est retrouvé à la Cour constitutionnelle. Et puis, à quelques encablures de la fin de son mandat, il démissionne. Il démissionne et quelques heures après, parce que ça peut se compter en termes d'heures, quelques heures après, il donne une conférence de presse. Quelques heures après, il se retrouve à la tête de l'un des partis satellites du chef de l'État. Alors, une conférence de presse qui ne laisse aucun doute. On voit un Joseph Diogbenou très sûr de lui, oui, très ambitieux. Oui. Est-ce que la mission s'annonce périlleuse pour Joseph Diogbenou? À quoi devrions-nous nous attendre? Encore que là maintenant, il prend la présidence du parti de l'Union progressiste, oui, l'un des principaux partis de Patrice Talon. Oui. Non, la tâche ne s'annonce même pas pour lui du tout. Je disais tantôt, oui, que ceux qui régentent la météo politique du Bénin, oui, depuis 2016, en ont décidé ainsi. Et je voudrais vous dire ceci, ça peut faire marrer certains. Si demain, le chef de l'État décide que vous, je fais peut-être un peu fort, vous autres, ma chère consoeur, que vous deveniez la vice-présidente de cette République, vous le deviendrez. Mais justement, lorsque vous prenez du recul en tant qu'analyste, oui, pour quel objectif finalement? Ou ce que vous êtes en train de sous-entendre, c'est que le système est tellement bien verrouillé et tellement bien huilé que tous les objectifs sont atteints, quelle que soit la personne qu'on y met. Tout à fait. Absolument. C'est-à-dire, mais vous voyez, nous, on écrivait il y a quelques années ou quelques mois, un peu avant les législatives passées, nous on avait prévu, on avait déjà fait presque une liste de députés, encore que les élections n'avaient pas eu lieu. Et puis ça n'a pas raté. On sait comment ça se passe. Aujourd'hui, vous sortez de nulle part, et si c'est le grand chef qui décide que vous soyez député, vous le serez. Il n'y a pas de fioriture là-dessus. Donc, c'est dire que, vous avez dit tantôt, c'est si bien verrouillé. Non, pas bien verrouillé, si bien verrouillé. C'est verrouillé. C'est verrouillé, ce n'est pas bien en politique. La politique aussi a de l'éthique. Ce n'est pas bien. Et donc, c'est ce à quoi on assiste. Maître Diogbenou était sûr, parce que ça a été retenu ainsi, en démissionnant, tout a été déjà réglé. Vous voyez, mais moi je dis, on pouvait le faire avec un peu plus de galanterie, avec un peu plus de hauteur, et laisser croire que c'est un jeu normal. Mais tel que ça s'est passé, vous voyez, je me défie quelques Béninois que ce soit de dire que c'est ainsi que les choses se passent normalement. Non, même on est dans le monde politique, et j'ai dit tantôt que le monde politique aussi requiert de l'éthique. Quelles sont les insécurités dans lesquelles nous positionne ce micmac politique orchestré par Patrice Talon? Bon ben, l'insécurité est à plusieurs niveaux. Okay. D'abord, il n'y a plus, depuis quelques moments, l'expression démocratique réelle. Non. C'est le chef qui décide. Le chef a décidé que tel parti politique aura enfin son récépissé. Et il l'a eu. Donc,
Et il ne revenait pas au chef de le dire. Le chef l'a dit. Et on ne me dira pas le contraire. Les preuves existent. Est-ce que dans une république véritablement démocratique, il revient au chef de désigner qui aura son récépissé? Je dis non. Mais c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Nous avions eu 2 partis politiques qui se sont retrouvés seuls à l'Assemblée nationale. 2 partis de la mouvance présidentielle. 2 partis au compte du chef de l'État qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale, on sait comment ça doit être composé. Et nous l'avions vécu dans ce pays. Et puis les uns s'en sont contentés. D'autres l'ont vécu avec beaucoup de résignation. Et donc là, c'est ceci, ce que je viens de décrire, ce sera désormais multiplié par plusieurs. C'est-à-dire cette incongruité politique ou structurelle qui va se multiplier. Nous venons de constater que un président de Cour constitutionnelle, une institution responsable. Et c'est historique dans l'histoire de cette... Tout à fait. Observez, vous allez voir. Donc, c'est-à-dire, la Cour constitutionnelle, vous y allez et vous en sortez lorsque vous avez l'impression d'avoir tout accompli. C'est-à-dire, vous devenez un Manitou. C'est-à-dire, vous avez un rang tellement élevé, tellement noble, que l'envie ne devrait pas vous prendre de quelques jours après votre démission d'aller vous faire coopter à la tête d'un parti politique. Il a bien dit qu'il y était pour une mission et qu'il pense avoir fini sa mission. Oui, évidemment. Cela explique bien ceux qui avaient dit à l'époque que Diogoueno était en mission pour le président de la République. Et que les documents qu'on exigeait aux partis politiques, les documents de conformité et tout, étaient juste montés pour faire mal à ceux qui gênaient le pouvoir. Aujourd'hui, on en a la preuve. Il disait, un peu avant d'être président de la Cour constitutionnelle, je crois, il disait, désormais nous allons user de ruse et de rage. Ça n'a pas raté. On y est. Mais est-ce que c'est bien en politique? Lorsque je repars en arrière, écoutez cet homme, Diogoueno, dans ses envolées lyriques, je me dis, ce n'est plus la même personne, ce n'est plus le même homme. Il disait même, s'agissant des institutions de la République, qu'il ne devrait pas y avoir acquaintance entre les institutions, que c'est incestueux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, je me souviens, on disait, les présidents des institutions se sont retrouvés, ont échangé, sous l'ancien président de la République. Diogoueno qui faisait une sortie et disait que ça ne doit pas se faire, ce n'est pas une bonne chose. Les institutions n'ont pas à se retrouver et à échanger, ne devraient pas créer d'acquaintance entre elles. À quoi nous assistons aujourd'hui? On y est pire qu'avant. Et donc, c'est dire que ce qui se passe aujourd'hui, certains peuvent l'appeler de la politique, mais moi je trouve que c'est de la tricherie, c'est de l'usurpation, tout sauf de l'éthique. Joseph Perzo Anago, les législatives de 2023 étant l'antichambre pour la présidentielle de 2026, est-ce que, pour le dire clairement, Patrice Talon est en train de préparer l'après lui ou je n'oserais pas le dire? Oui. En fait, c'est de préparer le terrain, de verrouiller davantage l'environnement politique. Parce que certains soupçonnent le chef de l'État de créer toutes les situations possibles pour se représenter. Même si on me dit que les tests ne le permettent pas, il n'est pas exclu que des Béninois, et pas des moindres, peuvent se mettre à rouler dans la poussière, à pleurer, à se fendre le crâne, qu'il leur faut le président, le sortant. Et on trouvera les contournements labyrinthiques pour le faire revenir. Maintenant, puisqu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc, il faut préparer le terrain, avoir à la présidence de l'Assemblée nationale, je voudrais susurrer un certain Joël Diogoueno, qui sera là, pourquoi pas, au cas où. Pourquoi ne pas devenir vice-président de la République? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas même être candidat? Pourquoi pas à la présidence de la République? Tous les schémas deviennent alors... Oui, c'est-à-dire, c'est des hommes de confiance du président Talon. Quand on prend un certain Diogoueno, quand on prend un certain ministre de la Justice actuel, ministre de la Justice, c'est des hommes de confiance à qui on peut confier n'importe quoi, à la limite. Mais l'intellectuel qui sommeillait en Joseph Diogoueno, serait-il envolé? Se serait-il envolé sous d'autres cieux? Parce que là, je ne comprends pas. C'est vrai, il a toujours gardé cette verve, mais la verve doit être au service
du bon sens, de la logique et tout le reste. Donc, c'est un peu ce que moi j'observe. Pour dire que cela explique aussi la bousculade qu'on observe avec l'arrivée tonitruante de certains Richard oui, qui ne manquent pas d'arguments. Honnêtement, il ne manque pas d'arguments et je voudrais voir la fin, bien entendu. Encore que moi, les politiques, je les prends avec des pincettes, bien entendu. Mais dans le cas d'espèce, il est venu avec des arguments assez forts. Et puis, ce sont des choses qu'il a citées qui nous font défaut. Est-ce que ce n'est pas finalement une belle recrue pour l'opposition béninoise qui n'arrive pas à tenir devant Patrice Talon? Oui et non. Parce que pour avoir suivi un peu Richard Boni, à un moment donné, il était virulent. Très virulent, et il en faisait même plus que l'opposition. Enfin, j'exagère. Et puis après, on a vu, certains ont dit qu'il a mis de l'eau dans son vin, certains ont dit qu'il est devenu plus réaliste et tout. Et c'est là où j'ai vu venir le politique. J'ai vu venir le politique. Et on a eu un entretien où je disais à Richard Boni, je vous vois venir en politique. Il m'a dit non, ça ne l'intéresse pas. Ben, moi, je voyais déjà venir le politique parce que ce dosage, ce savant dosage d'équilibre ne peut venir que d'un politique. Et ça n'a pas raté. Et puis, je me dis, c'est vrai, il y a des faits anodins, mais qui retiennent mon attention. Par son biais, il y a eu des activités qui ont été organisées ici. Et puis, bon, je ne veux rien dire en disant ce que je veux dire. Ça a été l'une des activités, la dernière, a été organisée dans un hôtel que l'on soupçonne un grand homme politique d'en être le patron. Et c'est là, je me suis dit, mais attends, pourquoi avoir choisi spécifiquement cet hôtel? Il y a plein d'hôtels au Bénin. Est-ce que finalement, ce n'est pas des considérations dont il ne faut pas normalement tenir compte? Moi, l'analyse que je suis... Richard Boni demeure un Béninois. Et, je ne refuse pas. Quel que soit votre... Mais ça peut être un acte... Et quelle que soit votre prise de position, vous, en tant que journaliste aujourd'hui, contre le pouvoir de la rupture, je n'ose pas penser que pour une activité dans cet hôtel, on ne vous le permette pas. Je vais m'expliquer. Allez-y. Alors, ce que moi j'ai senti venir, c'est évidemment le dosage. Le Richard Boni, politique, qui équilibre les choses. Mais non, pourquoi ne pas aller occuper cet hôtel? Parce qu'après tout, je ne fais pas la part entre ci et ça. Et ça, c'est très bien vu. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'avait pas le droit d'y aller. Il y est allé par calcul sûrement. Et ce qui explique d'ailleurs ce que moi j'ai observé dans sa déclaration. Mais c'est-à-dire, on l'a vu sortir un certain nombre de choses qui, à la limite, échappaient aux autres. Et si il se maintenait sur ce pied, ça va faire sûrement mal. Parce que, et pour peu que les gens y prêtent attention, parce que c'est pas seulement de belles paroles, c'est des axes, c'est des pions sur lesquels il a appuyé, il s'est apaisanti, et je me dis, si réellement... Fondamentalement, est-ce qu'on pourrait les ressortir rapidement? Oui. Entre autres. Et il a parlé de la mise en place d'un fonds dédié à la subvention de l'innovation. Vous savez, la recherche et l'innovation, c'est ce qui nous manque le plus. Quand on parle de Dragon, quand on parle du Japon, de la Chine, c'est parce que ces pays sont partis d'innovation et de recherche. Nous n'en avons pratiquement pas ici. Ceux qui attendent qu'on leur mette à disposition de quoi faire des recherches n'en ont pas. Mais finalement, Joseph Perzo, Anago, les politiciens, lorsqu'ils débarquent dans l'arène politique, ils viennent toujours avec de très belles idées, avec ce que les autres ne font pas. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais la particularité avec Richard Boni Oro, c'est qu'il dit, nous allons travailler avec le gouvernement à ce qu'il y ait la mise en place d'un fonds dédié à la subvention de l'innovation, qu'il y ait le renforcement de la classe moyenne et sociale. Vous voyez, il n'a pas dit, dès que je serai là, c'est ce que je ferai. Et il est allé jusqu'à dire, quand j'ai vu en filigrane un certain nombre de choses, que nous allons investir les pôles de décision. Il a dit qu'ils iront à l'Assemblée nationale. C'est cela en fait. Et que c'est effectivement là-bas que se décident les grandes choses. Et donc, s'il arrivait à envoyer des contingents là-bas et qu'on devrait le prendre au mot, je pense que c'est comme ça se fait sous les démocraties qui se respectent. Il va peser lourd dans un certain nombre de décisions. Donc c'est en cela que je me dis, c'est nouveau, mais c'est pertinent.
C'est vrai, certains l'ont dit, on les a vus au pouvoir, c'est patatras. Ici, il dit qu'il va commencer d'abord par l'Assemblée nationale. Mais si les Béninois lui font confiance et qu'il se retrouve à l'Assemblée nationale, nous autres, en tant qu'observateurs, nous sommes là pour voir les belles paroles. Qu'en avez-vous fait, Monsieur Richard Bonio? On va le lui demander. Donc, pour le moment, il y a tellement de belles paroles dans son projet, ce qui pourrait être un projet de projet, bien entendu. Oui. Et que moi... Et puis l'autre chose, Richard Boniworou n'est pas au Bénin, donc c'est parfois tellement plus facile pour les personnes de la diaspora de rester là-bas et de parler, de ne pas apprécier la réalité du terrain par ici. Est-ce que vous pensez que réellement cette entrée fracassante sur la scène politique apporte quelque chose au peuple béninois et au combat qu'on mène aujourd'hui? Nous faisons un procès souvent à ceux qui sont dans la diaspora et on les accuse à raison ou à tort, n'est-ce pas, de rester de l'autre côté et de tenter de voir ce qui se passe ici. Mais écoutez, l'exemple le plus probant est là. L'actuel président de la République n'était pas pour autant un Béninois qui est resté tout le temps au Bénin, quand même. Et on a vu, quelqu'un est venu ici, il est devenu Premier ministre. Pieds joints, il est sorti de la diaspora, il est devenu Premier ministre. Même candidat à la présidence. Bon, donc, c'est pour dire que non, il n'y a pas un tort à faire à un homme de la diaspora ou à une femme de la diaspora. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous observez l'équipe gouvernementale en place, il y a beaucoup d'éléments, si j'ose ainsi parler, venus de la diaspora et qui, de mon point de vue, ne sont pas si mauvais que ça. Le ministre des Finances n'était quand même pas au Bénin, que je sache. Je ne le croisais pas dans la rue de Bégamen, ni de Tukutura. Mais il est arrivé, il était dans la diaspora. Et beaucoup de ministres de l'actuel gouvernement, l'actuel ministre des Affaires étrangères, par exemple aussi, je peux en citer plein. Donc, ne faisons pas ce tort, ne faisons pas ce procès à ceux qui sont dans la diaspora. Ils peuvent aussi, tout en étant là-bas, et d'ailleurs avec le recul, mieux observer certaines choses. L'autre chose aussi qu'on dit, c'est que est-ce que Richard Boniworou n'aurait pas mieux fait, Oui. ou est-ce qu'il n'aurait pas été intelligent pour lui de s'allier à l'un des partis déjà en place? Est-ce par cet acte un refus d'épouser la réforme du système partisan initié par le régime de la rupture? Non, ce n'est pas un refus. Non, non, pas du tout. Pas Oui, du tout, pas un refus. Parce pourquoi un énième parti politique alors qu'il y en a? Il y a les démocrates, il y a RLC de Agossa, il y a le mouvement populaire de libération, il y a ci, il y a ça. Et donc il y avait tout, il avait quand même un large éventail de partis politiques auxquels il aurait pu se rallier. Tout à fait. Et pour cela, on ne peut pas l'accuser d'un crime contre le système de réforme. De la réforme du système partisan. Non. Parce qu'il y avait BR, il y avait UP, il y a eu Moël. Il y a Moël. Et plein d'autres qui sont venus. Donc là, et moi j'ai ironisé, il fut un temps où j'ai ironisé en disant que ça, la réforme du système partisan a fait flop. Parce qu'on nous disait que désormais, il y aura très peu de partis politiques, mais au sein de la mouvance, on a vu ce que c'est. Et donc, de mon point de vue, on ne devrait pas empêcher les gens. Parce que je ne crois pas beaucoup à cette histoire de réforme du système partisan. Personnellement, je ne crois pas. Parce que quand on observe ce qui se passe, c'est une sorte de compression, de contrainte qui ne doit pas être, qu'on est en train de faire à l'histoire politique de ce pays. Non. Donc, de mon point de vue, que Richard Boni décide, c'est qu'il se trouvera quelque part une communauté pour l'accompagner. Des Béninois, bien entendu, pour l'accompagner. Et pour le faire, il faut rassembler un certain nombre de membres, voilà, par département ou chose, et par commune. Et donc, lorsqu'il l'aura fait, on ne va pas lui dénier le titre d'être président ou d'être acteur d'un parti politique. Pour finir cette émission Entretien-Analyse, je vous poserai une dernière question. Oui. Est-ce que cette nouvelle relation d'amour entre Boni Yayi et Patrice Talon pose de très bonnes bases pour que les élections prochaines se passent bien? Lors d'une dernière interview qu'un homme politique m'a accordé, pour ne pas citer Candidat Zanaï, il disait qu'en réalité, cette acquaintance entre Yayi Boni et Patrice Talon, c'est tout sauf pour le bien-être du peuple. Parce que les deux, a-t-il dit au passage, avaient des problèmes personnels à régler. Mais ces problèmes personnels n'ont rien à voir avec les problèmes que le peuple a avec Patrice Talon, par exemple. Donc, il a dit.
Et je dis, c'est presque vrai, parce que quand on observe un peu, moi j'observe, et je me rends compte que, Yaya Boni a retiré sa plainte, ça ne plus absolu de retirer sa plainte. Mais cette plainte n'était plus sa plainte à lui seul. C'est la plainte d'une communauté qui était derrière lui. A-t-il consulté cette communauté? Je n'en sais rien. Il l'a retiré. Et puis certaines mauvaises langues ont estimé que si le Bénin a accepté qu'il soit aujourd'hui en mission en Guinée, mission de paix en Guinée, de médiation en Guinée, c'est parce que quelque part, cela faisait partie des deals. Je ne voudrais pas croire que ce soit vrai. Mais toujours est-il que lorsque vous mélangez vos préoccupations personnelles aux préoccupations d'une communauté, quelque part, on ne sait plus où se situe le bon sens. C'est mon point de vue, c'est une observation que je suis en train de faire. Donc, pour répondre à votre préoccupation, cette amitié, la soudure des relations qu'on observe entre Patrice Talon et Yaya Boni, c'était quelque chose voulu par les Béninois, parce que ça va cimenter la paix et la cohésion nationale. D'accord. Mais ce ne serait pas à tous les prix. Non, ce ne serait pas une bonne chose. S'il n'y avait pas eu retrait de cette plainte, de mon point de vue, et je reviens là-dessus pour dire, je n'y trouverais pas à dire. Mais est-ce que Yaya Boni, pour fumer le calumet de la paix avec Patrice Talon, était-il obligé de retirer sa plainte? La question est importante parce que la plainte, ce n'était pas... C'est de chercher à comprendre ce qui s'est passé et de donner raison ou tort à quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une famille qu'à un moment donné, vous ne vous entendez pas entre vous, que le chef de famille ou quelqu'un d'autre vous appelle pour régler votre différend, que pour autant vous êtes des ennemis à vie. Vous pourrez y aller même bras dessus, bras dessous, et vous entendre dire par le chef ou celui qui veut gérer votre différend que tel a tort, tel a raison. Pour autant, ce n'est pas la guerre. Mais pourquoi on n'a pas voulu aller au bout pour voir qui a raison, qui a tort? C'est ça la justice en réalité. En fait, de mon point de vue, je me dis, on serait allé au bout de ce procès, s'il y a procès, ou de cette plainte, s'il y a plainte, que je me rendrai compte que, mais tiens, il y a justice. Mais même en Afrique du Sud, si on fait cette escapade, on va constater qu'en Afrique du Sud, il y a eu justice et réconciliation après. Justice. Les gens sont allés dire, oui, j'avoue avoir commis tel crime, et puis il y a eu pardon, et il y a eu réconciliation. Mais comment est-ce qu'en cours de route, on met un frein à une action en justice pour obtenir en fait la justice? La question reste posée. Joseph Perzo-Anago, vous êtes directeur de publication du journal La Dépêche Afrique Info. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Merci de nous avoir suivis.